Bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 12 janvier 2026. Alexandre Mondor en remplacement d'Alain Bellemare. En manchette, Yves Perron nous parle de la dernière fin de session. Tel que promis, nous avons rencontré Yves Perron en ce début d'année. Nous avons parlé de la fin de session. Écoutons l'entrevue. En compagnie de Yves Perron. Bonjour Yves, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien vous-même? Ouais, bonne année, belle année en 2026, qui va être sûrement remplie encore de plein de sujets et de rebondissements. Une année riche en développement, puis je vous souhaite une bonne année, vous aussi, ainsi qu'à l'ensemble des auditeurs. Merci. Yves, si t'es d'accord, parce qu'on a toujours l'habitude de s'appeler Yves, de se parler. Oui. Yves, si t'es d'accord, première chose que je voudrais parler avec toi, on va se reporter comme au 31. C'est quoi, la session a fini le 15-20 décembre? Dans ces... Le 12, Le 12, on a bon, terminé. okay. En fait, le 11, ça a fini. Bon, ça a fini. Mais ça devait terminer le 12, oui. Bon, donc la session a terminé le 12, mais on ne s'était pas parlé depuis ce temps-là. Il y a eu quand même beaucoup de rebondissements depuis notre dernière, depuis le mois d'octobre et le mois de décembre. Si tu es d'accord, moi, je commencerai par parler de budget. On a eu le premier dépôt du budget du gouvernement Carney. Je sais que tu as fait des sorties par rapport à ça, mais c'était un trailer jusqu'à la dernière seconde, là. Jusqu'à la dernière minute. Il va-tu passer, passeras-tu pas, on s'en va-tu en élection? Peux-tu nous parler un petit peu de ces événements-là? Ben, en fait, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir avec les NPD qui ne sont pas reconnus et très désorganisés. Et les libéraux, de toute évidence, ne leur ont pas fait confiance pour la suite des choses. Donc, ça s'est partagé. Certains députés NPD ont voté contre, puis certains se sont abstenus pour laisser passer le budget. Il y a Mme May du Parti vert qui a finalement voté pour le budget, qui s'est fait jouer un méchant tour, parce que quelques semaines après, quelques jours à peine plus tard, Carney annonçait un nouvel oléoduc en Alberta. Donc, je pense pas que ça se reproduise. Et il y avait les fameux conservateurs cachés derrière les rideaux. Je ne sais pas si vous avez tous les images d'Infoman. C'est assez ridicule, merci. Alors, il y a juste le Bloc qui tient sa parole, puis qui tient... nous, on a dit, on vote dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois. C'est ce qu'on a fait. Puis, si ça avait déclenché une élection, bien, ça aurait déclenché une élection. Mais nous, on n'est pas là pour ne pas déclencher ou déclencher. On est là pour protéger les intérêts de nos gens. Puis ce budget-là, il était néfaste pour le Québec parce que, entre autres, on a refusé de rembourser les 814 millions qu'on a donnés en cadeau avant l'élection. Ça, c'était une de nos demandes. On a refusé l'indexation, l'augmentation décente de la pension de vieillesse à partir de 65 ans, comme on le demande toujours. Puis ça fait 6 ans qu'on le demande, puis dans 2 ans, si on ne l'a pas donné encore, on va encore le demander. Là. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va lâcher. Là. On n'est pas là pour lâcher le monde. Et donc, nos demandes n'étaient pas rencontrées. De plus, il y a un déficit record de 78 milliards. Puis on essaie de le réduire par fumisterie en inventant une espèce de nouvelle comptabilité créative où on dit que les transferts aux provinces, c'est des investissements. C'est n'importe quoi, là. Pour aller à la banque emprunter, ça te prend des actifs, là. Un investissement, ça prend un actif, c'est pas un actif. Donc, on essaie de berner la population là-dessus. Fait que dans le fond, on se retrouve aussi avec des mesures environnementales qui sont pratiquement disparues totalement. La fameuse taxe carbone pour les citoyens, mais pas juste ça, tous les plafonnements des émissions. C'est ce qui a provoqué en bout de piste le départ du ministre de l'Environnement d'ailleurs. Donc, nous, on ne pouvait pas voter pour ce budget-là là, en toute conscience. C'est pour ça qu'on y était opposés. Il a passé serré, mais il a passé. Moi, j'aurais bien de la misère à faire ça. C'est sûr que pour un bloquiste, ça serait plus gros aussi, là. Ça serait vraiment de renier nos convictions. Je pense pas que ça se produise, là. On est là pour l'indépendance du Québec, fait qu'on n'ira pas dans une formation politique pan-canadienne. De conservateur à libéral, c'est sûr que le saut est un petit peu moins grand, surtout présentement, parce que, dans le fond, on va se le dire, Carney, c'est un conservateur. Ouais. Donc, il y a des politiques conservatrices. On est comme avec l'équivalent, si on se souvient de l'époque de Mulroney, d'un gouvernement progressiste conservateur. C'est un peu plus progressiste que les conservateurs qui sont. Donc, fait que là, on a un gouvernement progressiste conservateur, puis une opposition conservatrice. Fait que quand c'est le temps de se voter les pipelines, ils sont 300 sur 343 à dire oui, là. Fait que ça va pas bien, ça va pas bien à choc, comme dirait mon père. Fait que ça c'est un peu plus compréhensible que les députés se sentent à l'aise. Les députés conservateurs se sentent à l'aise parce que c'est les politiques qui viennent de leur formation politique que Carney applique. Mais encore, c'est quand même un gros changement. Puis pour les électeurs ont voté pour un député conservateur, puis se retrouvent avec un député libéral.
Moi, je suis pas sûr que ça va passer le test des urnes. C'est quelque chose d'étrange dans notre système électoral parlementaire, c'est que dans Berthier-Masquinongé, c'est Yves Perron qui est élu. C'est pas Ouais. le Bloc québécois. Yves Perron est affilié au Bloc québécois. OK. Et si jamais demain matin, je décide que je deviens indépendant, je décide que je fonde un nouveau parti farfelu qui prône, je ne sais pas moi, de planter des fleurs partout, puis des tournesols à tous les coins de rue, ça serait ça, tu sais. Puis les électeurs, ils n'ont pas de mot à dire avant la prochaine élection. Ça, c'est quand même assez étrange. C'est rare que ça arrive, mais dans le contexte actuel, je pense que Carney, qui est un homme d'affaires, il négocie en coulisses. OK. Je ne veux pas non plus être trop sévère avec ces gens-là, mais moi, je le ferais pas, tu sais. Mais bon, regarde. Puis je comprends un peu. C'est un peu beaucoup à cause du chef aussi, hein, M. Mais c'est ça, je t'ai pas dit, ça n'a pas changé. Je pense que Poilievre est revenu avec la même hargne, je vais dire le mot comme ça, mais... Il est revenu, les 2 premières semaines étaient plus fins, mais ça s'est vite replacé. Tu sais, le naturel revient au galop. C'est un personnage qui est relativement toxique. Tu sais. Je pense que ces députés sont peut-être fatigués de ça aussi, là, de devoir toujours répéter les mêmes phrases. Là. Ça doit être assez aliénant. Là. Moi, je serais plus là. Tu sais. Par la suite, nous avons eu une première partie d'entrevue avec Danny Saint-Pierre. Pourquoi le défi en janvier et février du défi 28 jours sans alcool? Je suis en compagnie de Danny Saint-Pierre, chef renommé. J'avoue que vous êtes une de mes idoles. Bonjour, M. Saint-Pierre, ou je peux dire Bonjour. Danny, si tu me donnes la permission. Certain, on peut même se tutoyer, hein? Moi, ça me fait De plaisir. Danny à Daniel, de Danny à Daniel, qu'on est dans les mêmes noms. Merci d'avoir accepté de venir nous parler. Et cette année, on va faire juste un petit peu pourquoi qu'on parle déjà début janvier du 28 jours sans alcool. Normalement, c'est février. Mais cette année, il y a une espèce d'équipe qui a commencé en janvier. Hein. Il y a un nouveau challenge, il y a vraiment une nouvelle vision que janvier, février, c'est 2 mois sans alcool. Tu peux-tu juste m'en parler un petit peu? On en reparlera Ah oui, tantôt. certain. Mais... Le défi 28 jours, là, traditionnellement, c'est en février. C'est pour ça qu'on parle de 28 jours, parce qu'il y a souvent 28 jours en février. Par contre, aux États-Unis, puis dans la culture populaire, il y a un truc qui s'appelle le Dry January. Okay. Donc, cette année, avec la Fondation Jean Lapointe, ben, le défi 28 jours peut se faire pendant un des 2 mois ou les 2 mois. Il y a des porte-paroles dont moi je fais partie aussi. Il y a des équipes qui sont en place. Il y a Marie-Pierre Morin, Jean-Marie Lapointe, Chloé Deblois, Meeker Guerrier et moi. Puis après ça, ben, on sollicite les gens pour qu'ils puissent s'inscrire à défi28jours.com. Ça coûte 28$. Puis après ça, ben là, tu peux te monter une équipe. Les fonds qui sont ramassés sont pour la recherche, pour l'accompagnement, pour faire la promotion de la conscience de ce que c'est de prendre un petit break de boisson, puis d'aider les gens qui sont en situation de dépendance partout à l'ensemble de la province. C'est un peu ça le but de la patente. Là, la patente. L'objectif. Maintenant, allons à la pause. Pour les anniversaires du 12 janvier, nous avons Gaétane Beaulieu et Marco Sigouin. Toute l'équipe de CTRB se rallie derrière moi et vous souhaite un joyeux anniversaire. Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle initiative pour soutenir les agriculteurs qui cultivent des terres dans la zone littorale du lac Saint-Pierre. L'objectif est clair. Encourager l'adoption des pratiques agricoles durables tout en protégeant un écosystème unique reconnu mondialement par l'UNESCO. Une enveloppe de plus de 6 millions de dollars est consacrée à cette mesure. Près de 200 entreprises agricoles pourraient en bénéficier sur un territoire de plus de 4 500 hectares. Les producteurs admissibles pourront recevoir jusqu'à 50 000 $ par entreprise entre 2026 et 2028 afin d'améliorer leurs pratiques agro-environnementales. Parmi les pratiques soutenues, on retrouve les bandes végétalisées, les prairies permanentes et les couvertures hivernales de sols cultivés. Des mesures qui visent à réduire l'érosion, améliorer la qualité de l'eau et préserver la biodiversité du lac Saint-Pierre. Cette initiative a été annoncée conjointement par les ministres de l'Agriculture et de l'Environnement. Elle constitue la première mesure concrète issue du rapport publié en 2024 sur la réhabilitation du lac Saint-Pierre. Le gouvernement souhaite ainsi assurer la pérennité des entreprises agricoles tout en protégeant la plus grande plaine inondable d'eau douce du Québec.
Les entreprises agricoles concernées pourront déposer leur demande d'aide financière dès le 15 janvier et ce jusqu'au 9 février 2026 en vue de la prochaine saison de culture. On vous présente une capsule de règles d'une nouvelle émission qui va se nommer CTRB DND. Écoutons Mathis nous en parler. Bonjour, vous avez sûrement vu un jeu avec les dés bizarres qui vont être derrière de moi. C'est Donjons & Dragons, ce jeu-là. C'est un jeu d'histoire où le maître du jeu va faire soit une quête, soit une histoire complète, peu importe, mais que tous les résultats sont décidés par des jeux de dés. Donc, tout est aléatoire, mais aussi, les joueurs ne connaissent pas l'histoire avant. Il peut y avoir des indices pour savoir un peu à quoi ça ressemble, mais normalement, c'est un peu comme une pièce de théâtre improvisée, concrètement. Il y a deux types de personnes pour jouer à ce jeu-là. Il y a le maître du jeu, devant moi ici. C'est lui qui dicte l'environnement, les règles, et c'est aussi le compteur. C'est aussi, dans l'univers d'un film, l'IDM peut être un peu comme un auteur ou le réalisateur d'un film, concrètement, pour une partie de D&D. Il doit connaître à peu près toutes les règles et il gère le scénario. C'est à lui d'appliquer les règles comme bon lui semble. Après, il y a les joueurs. Chaque joueur incarne un héros unique qu'ils ont créé. Ça peut être un guerrier, un mage, un voleur, peu importe. Ici, j'ai deux brutes au corps à corps. Leur rôle est simple. Ils décrivent ce que leur personnage essaie de faire. Je pourrais dire j'essaie de parler au tavernier, ou je frappe le gobelin, ou je lance les... Puis... Ou mettons, ça peut être... j'essaie de deviner c'est quoi ça fait cet objet magique-là, ou peu importe. Et il lance les dés pour savoir s'il réussit ou échoue. Plus c'est de faire une action compliquée, plus moi, en tant que maître de jeu, je vais leur demander de faire un jet plus haut. Comment ça marche? Il y a le dé 20, qui est le dé à 20 faces. C'est... Les actions se résument en ces étapes-là. Le joueur dit, je vais sauter par-dessus une crevasse. Il lance le dé à 20 faces. Il y a des bonus dans son personnage, peu importe, là ça va être sa force, vu qu'il essaie de sauter. Après, il essaie avec les résultats, on voit si ça dépasse ou c'est en dessous de que le maître du jeu a décidé que ça prendrait. Puis après, on fait l'effet, échoue, réussite, très haute, réussite très faible. Ça mélange la talent du personnage que vous allez créer et la chance. Un petit mot sur les extrêmes du D20. Si vous faites un 20, c'est une réussite critique à tous les coups. Ça va avoir une réussite, mais plus qu'une réussite. Ça va avoir des effets de plus. Ça se peut que si c'est une attaque, les dégâts vont être doublés. Bref, vous avez le coup de chance. L'inverse, le 1, ou on appelle le Nat 1, c'est totalement l'inverse. C'est un échec embarrassant, c'est tout échoue. Où je donne souvent ce que j'aime faire dans les jeux d'information, c'est que je donne une information vraie et une information fausse dans les jeux d'information. Donc, ils savent pas du tout où aller. C'est un échec. Je vais faire un petit aparté sur les qualités clés. Comment on sait si le jeu sait si mon guerrier est fort, ou mon mage est intelligent, ou mon voleur est discret? Chaque personnage a 6 qualités de base. Il y a la force, concrètement les muscles, pas plus compliqué que ça. La dextérité, c'est l'agilité, la discrétion, le doigté, bref, la stat des voleurs, concrètement. La constitution, c'est votre santé et vos points de vie. L'intelligence, c'est tout ce que vous pouvez apprendre dans une école ou que vous sachez parce que vous avez étudié. La sagesse, c'est tout ce qui est intuition, le gros bon sens, qu'on pourrait dire aussi, et les 5 sens. La vue, l'odorat et compagnie. Et le charisme, c'est le social, savoir comment parler, la persuasion, l'art de convaincre. Et aussi les arts. Quand vous essayez de faire un jet, si vous imaginez une grande intelligence, il y aura un gros bonus pour donner d'un bout d'histoire d'un lancement d'un sort. Si un guerrier, mettons une grande force, il va avoir un gros bonus pour péter une porte ou écraser la tête d'un gobelin. Chaque personnage a des skills ou talents qui peuvent avoir différents niveaux de maîtrise. Mais il y en a à peu près 15, donc je ne vais pas les expliquer tout de suite. Je vous ai parlé surtout du D20, le dé à 20 faces, mais il y a d'autres dés. Les petits dés, les D4, D6, D8, D10, D12, c'est principalement les dés de dégâts, concrètement.
Ils peuvent servir à faire des points de vie selon votre classe, mais 95 points du temps, c'est pour faire les dégâts. Selon votre sort, votre arme et autres trucs. Les 2 dés à 10 faces, soit ce qu'on appelle le D100, ou des fois, ça peut être une espèce de balle de tennis, concrètement, le D100. Pas très utile vu que ça roule, mais en tout cas. C'est souvent pour les effets aléatoires, comme ce qu'on appelle principalement la Wild Magic, magie sauvage. Bref, c'est des effets tout aléatoires. Sinon, ça peut être utilisé pour faire des jets pour le maître du jeu, mais les joueurs n'y touchent quasiment jamais. À part pour une classe, mais encore là, quasiment jamais. By the way, nous autres, à cette herbier, on utilise beaucoup plus de matériel que nécessaire. Parce qu'on doit enregistrer, on doit faire des maps, peu importe. Le jeu peut se faire tout simplement avec un cellulaire, avec des dés électroniques, ou juste avec des dés puis votre imagination. Il n'y a pas besoin d'avoir 14 ordi, 2 caméras et des logiciels payants. Non, ça peut être gratuit, ça coûte rien jouer à D&D, à peu près. Là. Le but du jeu, c'est pas de... Il y a pas vraiment de gagnant à Donjon Dragon. Le but, c'est juste d'avoir du plaisir en jouant en groupe. Si on échoue, c'est pas grave, ça va être drôle. Si vous réussissez critiquement, c'est pas grave. Ça va être drôle pour vous et pas pour le maître du jeu. Mais bref. Donjon Dragon, considérez que c'est un jeu très le fun, puis que c'est un jeu plutôt relax à jouer en amis ou en famille. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 6 janvier 2026, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Lucien Normand Latour, époux de Carmen Robillard, demeurant à Joliette et natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse et ses enfants, Martin Latour, Ginette Arnois, José Latour, ses petits-enfants, Élisabeth Charles Olivier Latour, Émile Jacques, Éric Roxane et Kéliane Lambert. Ses sœurs, son frère, beau-frère et belle-sœur, Lauriane Latour, Dorothée Latour, Feu Ange Albert Guévremont, Jean-Philippe Latour, France Boucher, Pauline Robillard, Feu René Brunel, Suzanne Champagne, Feu Denis Robillard, Marguerite Joly, Feu Roland Robillard, Claudette Robillard, Marcel Robillard, Feu Monique Moreau, Daniel Robillard, Lise Belrose, Monique Robillard, Serge Gadoury, Diane Robillard, Yvon Lacourcière, Michel Robillard, Louise Robillard, Alain Dubois, René Robillard, Louise Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser la voie des fleurs à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi 14 février 2026 dès midi au complexe funéraire F. Thériault. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 décembre 2025, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Yvon Tremblay, fils de feu Roger Tremblay et de feu Huguette Grenier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Paul Tremblay, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Guy Tremblay, Annick Kirouac, Bruno Tremblay, Gaston Tremblay, Annie Arsenault, Lise Tremblay, Françoise Tremblay, Pierre Sarrazin, Claire Tremblay, Yvan Boisvert, Diane Tremblay, Carole Tremblay, Jean Millette, Manon Tremblay, Jean-François Lepage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
M. Yvon Tremblay ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHC du château de Berthierville, le 28 décembre 2025, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Aline Desbois, fille de feu de Noël Desbois et de feu Isabelle Roussy, demeurant à Berthierville et native de la Gaspésie. Elle laisse dans le deuil son fils Maurice Desbois, ses deux petits-fils Nicolas et Dean, ses sœurs Marie, Paulette, Marjolaine et Denise Desbois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Aline Desbois ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en Gaspésie. À son domicile de Saint-Justin, le 13 décembre 2025, entourée d'amour, est décédée Madame Monique Chapelaine. Époux de feu Aldo Taddeo, elle laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie Taddeo, feu Luc Vermet, Éric Taddeo, Claudia Lefebvre, ses petits-enfants Jessica Taddeo, Nicolas Souligny, Mélissa Taddeo, Thomas Piché-Villeneuve, Francis Vermet, Camille Lamarre, Sarah Taddeo, Jérémy Bouchard, Katia Vermette, Benjamin Villot, Alicia Taddeo, Mehdi Kaïl-Silmar, ses arrière-petits-enfants, Kayla Souligny Taddeo, Mia Souligny Taddeo, Liam Bouchard Taddeo, Olivier Bouchard, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera au complexe funéraire de Berthierville le samedi 10 janvier dès 11h. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 15h. À son domicile entouré des siens, le 17 décembre 2025, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Mme Jacqueline Bonin, épouse de feu Fernand Brizard, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son fils Martin, elle laisse dans le deuil ses enfants Linda Brizard, Carole Vanet, Bernard Brizard, Michel Pichette, Pierre Brizard, France Chouinard, Marie-France Brizard, Dominique Labranche, ses petits-enfants Jessica Vanet, Manuel Vanet, William Vanet, Alexandre Brizard, Nicolas Brizard, Alexis Labranche, Frédéric Labranche et Marie-Camille Labranche, ainsi que leurs conjoints et conjointes. Son arrière-petite-fille Maëva, ses frères et ses sœurs Réal Bonin, Normand Bonin, Denis Bonin, Léopold Bonin, Lise Bonin, Nicole Bonin, Lucette Bonin, Rolande Bonin et Alain Bonin, ainsi que leurs conjointes et conjointes. Son frère Jean-Guy Brizard, feu Jacqueline Sylvestre, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Berthierville de l'hôpital Sainte-Marie de Montréal, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Joliette pour leur soutien et les soins portés à Mme Bonin. Plutôt que des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le 17 janvier 2026 dès 13h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. Le 19 décembre dernier est décédée Mme Solange Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard et de feu Lorraine Arnois. Mme Rémillard laisse dans le deuil ses fils Sylvain, Brigitte Carrier et Danny, ses frères et sœurs Claude, Francine, Alain et Diane, Jacques Lebeau, ses petits-enfants Christian, Xavier, Guillaume et Laurent, son arrière-petite-fille Asiana, ses neveux et nièces Martine, Éric, Marco, Julie, Marie-Josée, Marie-Claude, Roch, Maryse, Annie, Jacques, Marilyn, Pierre-Luc, Hugo, Patrick et Magali. Sa tante Muriel, sa cousine Yolande, Maurice Marchand, ainsi que toutes ses amies et connaissances. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour ses efforts afin de rendre les derniers jours de Solange le plus confortable possible. Vous êtes attendu au complexe le vendredi 23 janvier de 19h à 21h ainsi que le samedi 14 janvier
dès 13h. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 15h. Madame Rémillard sera exposée ensuite au convalarium du complexe. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er décembre 2025, à l'âge de 73 ans, est décédée Madame Jocelyne Bérard, épouse de feu Yvon Plante. Demeurant à Saint-Charles-de-Borromée, natif de Saint-Barthélemy, elle laisse dans le deuil ses fils Jonathan Plante, Véronique Allard, Frédéric Plante, ses petits-enfants Alexandre, Marie-Maxime, Nathan, Mélisandre, Jacob et Étienne, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur Yvon Bérard, Denise Gauthier, Normand Bérard, Micheline Bérard, Feu Rénald Bérard, Christiane Rousseau, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, Feu Pierrette Bérard, Feu Germain Rinfray, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, André Plante, Feu André Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 31 janvier 2026 dès 13h au complexe funéraire F. Thériault. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Jocelyne Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Paul-Étienne Latour, survenu le 22 décembre 2025 au CHDL de Saint-Charles-Borromée à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de René Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Francis Latour, Christine Laniès, Élise Latour, Sylvain Lavallée, ses petits-enfants Quentin Laniès Latour, Jérémie et Arnaud Lavallée, ainsi qu'Alizée. La belle-fille de Francis, ses frères Régent Latour, Feu Claire Latour, Claude Latour, Feu Élise Valois et sa conjointe Rita Lépine. Feu Jean-Charles Latour, Lise Mondou, Richard Latour, Gaétan Valois, ses beaux-frères et belles-sœurs, Feu Jean Combe Latour, Lise Bergeron, Roch Latour, Feu Lise Thibault, Martine Latour, Gaston Rochette, Feu Christiane Latour, Feu Jean-Yves Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 7 février dès midi au complexe funéraire F. Thériault. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 15h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera quelques flocons, une température de -2, un temps ressenti de -7, environ 1 cm de neige. Lundi nuit, ce sera des averses de neige isolées, une température de -3, un temps ressenti de -7, moins de 1 cm de neige. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de -2, un temps ressenti de -7. Mardi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de 2, un temps ressenti de -2. Mardi soir, ce sera de la neige, une température de 1, un temps ressenti de -3, environ 1 à 3 cm de neige. Mardi nuit, ce sera de la neige, une température de 1, un temps ressenti de -5, environ 1 cm de neige et moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.